Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà réunis pour une nouvelle fois sur la troisième partie de coaching et entraînement. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les parasites et le retour. Voilà, je vais. OK, très bien. Alors, aujourd'hui, et sur cette troisième partie, nous allons voir que le corps humain est bien fait et nous fonctionnons comme une voiture. Une voiture a un moteur, une énergie, un réservoir. Eh bien, nous allons voir que nous sommes un peu pareils. Nous avons besoin d'énergie et nous avons plusieurs réservoirs pour pouvoir fonctionner comme cette voiture. Donc, je vais vous partager l'écran. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde voit à l'écran. Donc, voilà. Hop, je vais. Alors voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons trois réservoirs. Trois réservoirs qui vont être utilisés lors d'un effort physique. Le premier, c'est un réservoir qui est un réservoir aérobie, c'est-à-dire que nous fonctionnons sur de l'oxygène. Donc c'est un réservoir qui nous permet de travailler très longtemps. Le deuxième réservoir que nous avons aussi, c'est le réservoir à l'aérobie lactique. Et là, on commence à taper dans un réservoir où on va commencer à avoir un manque d'oxygène. On ne va pas pouvoir tenir longtemps quand on va passer dans ce réservoir sur une force de travail, voire sur une compétition. Et enfin, on a un dernier réservoir où on va éviter d'y aller trop souvent, voire peut-être même qu'une fois dans un entraînement ou plutôt dans une compétition, puisque dans un entraînement, on ira peut-être plusieurs fois pour essayer de l'améliorer. C'est donc le réservoir anaérobie lactique, où là, on travaille carrément en apnée. Donc, vous avez bien compris, hein, c'est un effort court, un effort qui aura une quinzaine de secondes. Nous allons voir tout de suite le temps d'utilisation. Voilà, donc plusieurs heures de travail dans ce réservoir sans problème, des longues distances. Si on travaille sur ce réservoir ou si on passe dans ce réservoir, on a entre 2 et 5 minutes de réserve. Et ça, justement, on verra plus tard comment améliorer ces réservoirs, justement, pour passer à 5, voire 6 minutes, voire 7 minutes chez les pros. Et enfin, ce dernier réservoir, nous aurons 15 secondes, entre 15 et 20 secondes, selon le travail qu'on va faire ensemble, ou pour pouvoir l'améliorer. Donc, il faut savoir que ce réservoir-là, pour le régénérer, il va avoir un temps très court. Alors, sur le deuxième réservoir, on va donc avoir l'apparition de l'acide lactique, le mal de jambes, la souffrance, qu'on n'aura pas sur le premier réservoir, puisque là, on parle d'endurance, endurance foncière, alors que sur le deuxième réservoir, on va parler d'endurance critique. Enfin, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la récupération du réservoir 1, enfin 3, pardon, donc sur un effet court, sur un sprint court par exemple, il va falloir attendre 2 à 3 minutes pour régénérer un nouveau carburant. Donc nous ne pourra pas faire de sprint correct sur une compétition si on en fait plusieurs. Alors, on va passer à un exemple sur un coureur. Un exemple d'un coureur qui est à 200 pulsations minutes sur une fréquence maximum, comme vous pouvez voir, fréquence cardiaque maximum. Voilà. Le premier réservoir, on va aller déterminer ce qu'on appelle le seuil d'hyperventilation. C'est ce qu'on appellera dans le jargon du cycliste et de l'entraîneur le SV1. Et on va aller aussi chercher le seuil SV2 pour pouvoir mieux entraîner le coureur et pour savoir quelles sont ses limites. Alors, si on reparle de ce réservoir, les sources d'énergie, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, tant qu'on restera dans ce réservoir, nous allons travailler sur une source d'énergie qui seront les glucides, donc les sucres, et les lipides. Alors, il faut savoir qu'un coureur qui voudrait taper un petit peu dans les lipides ne le ferait qu'après 2 heures et demie d'entraînement à peu près. Dans un premier temps, nous allons consommer, lorsqu'on vous faites de l'entraînement ou une compétition, la source d'énergie va être donc les glucides. Et petit à petit, par élimination de glucides, on va taper après dans les lipides. D'où l'intérêt pour un coureur qui voudrait
prendre un peu d'amaigrissement, ou même une personne qui voudrait maigrir en faisant du sport, eh ben, en faisant du vélo, il faudrait dépasser les 2h30 pour commencer à taper dans ce qu'on appelle les lipides, les graisses. Ce qui n'est pas le cas dans la course à pied, où on pourrait, au bout d'une heure, 1h10, 1h30 d'effort, commencer aussi à taper dans les lipides. Pour ce qui est des autres sources d'énergie, voilà, donc sur la zone aérobie, le réservoir numéro 2, on va avoir une source de glycogène. Donc vous avez compris, hein, 5 minutes, entre 2 et 5 minutes. Donc quand on va passer dans ce réservoir, dans un effort de 2 à 5 minutes, on va laisser tomber l'énergie glucides et lipides et on va taper dans le glycogène. Le glycogène qui est un glucide aussi spécifique. Mais donc, une fois l'avoir consommé, évidemment, on l'aura épuisé. On va donc retomber dans le réservoir 1. C'est ce qui fait ce travail lorsque vous faites des courses, que vous faites un effort, et puis petit à petit, vous n'en pouvez plus. Vous retombez respectivement dans ce deuxième zone de travail. Et donc, vous allez retaper, encore une fois, dans les glucides et les lipides. Avec, pendant quelques temps, on va pouvoir recharger. On va voir comment les glycogènes. Enfin, quand on va aller taper dans le dernier réservoir, le sprint par exemple, on aura une source d'énergie complètement différente. On appelle ça les phosphagènes. Et donc qui vont s'épuiser très 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 rapidement. Puisque je vous l'ai expliqué, il y en a pour 15 à 20 secondes maximum de travail dans cette zone. Alors, on va voir maintenant comment on peut réaliser un coaching et un entraînement par rapport à tout ce que je viens de dire. Il va falloir déterminer les seuils. Les seuils, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le SV1 hein, et le SV2, le seuil anaérobie, et on va pouvoir travailler sur ces seuils, voire même sur ce qu'on appelle la PMA. Alors, on va prendre un exemple de 2 coureurs juniors que j'ai encadrés. Ils ont donc fait des tests à l'effort, ce qui est beaucoup plus facile pour le coach ou l'entraîneur de déterminer ces seuils et de travailler sur ces seuils. Il y a toujours une possibilité d'aller chercher ces seuils, voir la PMA sans passer par un test à l'effort. C'est compliqué. Il vous suffit de monter une côte progressivement en accélérant de plus en plus et en finissant, comme on dit dans le jargon cycliste, minable. Et là, vous relevez votre pulsation maximale. Et après, en allant sur mon cahier d'entraînement que je vous ai fourni, vous avez les zones avec les pourcentages qui va déterminer les pourcentages de SV1, SV2, qui seront approximatifs, effectivement, rien ne vaut un test à l'effort, mais qui vous permettra quand même de déterminer quand même une zone. Voilà. Donc, on va prendre ces 2 coureurs qui ont fait des tests à l'effort et on va étudier. On voit très bien que sur la puissance maximum aérobie, on a des jeunes qui sont des jeunes juniors première année, qui ont une puissance, une PMA qui est relativement bien, mais qui pour des juniors sont des niveaux de 3e catégorie. Et le but, c'est effectivement d'avoir un objectif sur 2 ans pour pouvoir les passer en première catégorie. Il va donc falloir travailler sur ces zones, cette PMA qui devrait tourner aux alentours de 400, 420 pour pouvoir permettre d'arriver sur une 2e catégorie FSC. Alors, à l'étude, on s'aperçoit aussi que Alexis a une zone SV1 qui est beaucoup plus intéressante que Pierre qui est à 75%. Donc, si je veux travailler sur d'abord Pierre, je vais donc travailler sur cette zone et essayer de lui faire augmenter sa zone pour arriver au moins à 82, et le mieux, ce serait même d'arriver plutôt à 85. Mais 82, c'est pas mal. Après, on revient sur Alexis, on s'aperçoit que sa zone d'anaérobie lactique est donc à 87, ce qui n'est pas mal non plus. Et on s'aperçoit que Pierre, qui malgré sa SV1 qui est quand même relativement basse, a une SV2 qui n'est pas si mal. Donc vraiment, il va falloir qu'on travaille sur cette zone aérobie là, qui va faire progresser. Et on pense que Pierre va pouvoir aussi progresser sur cette zone-là en faisant travailler. Dernier point, on s'aperçoit que la VO2 max sur Alexis est pas trop mal, mais à peu près équivalent pour Pierre, même si 0,3 en VO2 max de moins, ça peut paraître peu sur les chiffres, mais qui peut être beaucoup
en règle générale. On peut toujours augmenter sa VO2 max, on va le voir tout à l'heure, il y a des limites, mais on peut aussi l'augmenter. Et c'est avec le travail qu'on va effectuer sur la PMA, la SV1 et la SV2 qu'on va augmenter aussi la VO2 max du coureur, surtout qu'ils sont jeunes. Enfin, un dernier point intéressant, c'est qu'on s'aperçoit malgré tout, Alexis a un bon niveau et pas trop mal entraîné, a une VO2 max qui est pas mal. Par contre, il a un problème de récupération. Il récupère bien moins bien que Alexis, qui pourtant est normalement un peu plus ou un peu moins entraîné, en tout cas en ce qui concerne certaines zones. Donc voilà, si on doit travailler sur Pierre, on va lui faire augmenter sa zone et ses zones. Si on doit travailler sur Alexis, on va aussi travailler sur ces zones qui sont pas mal, mais on va laisser les augmenter. Et on va surtout travailler sur la récupération, parce qu'Alexis a une récupération plus difficile, donc il va avoir du mal à pouvoir taper dans les zones régulièrement avec des fréquences plus courtes. Et bien entendu, on va essayer d'augmenter sa PMA, Alexis et à Pierre, pour permettre d'avoir un meilleur niveau. Voilà ce qu'on peut dire sur les tests à l'effort et les analyses en fonction des réservoirs qu'on a vus. Alors pourquoi, et comprendre le muscle et pourquoi travailler ces réservoirs. Alors si on veut comprendre le muscle, le muscle a besoin d'une molécule qui s'appelle l'ATP, adénosine triphosphate, qui va servir à la contracture musculaire du muscle. Donc qui dit contracture musculaire dit force dans le muscle par répétition. Et donc l'ATP, cette molécule, on en a besoin, et si on ne la travaille pas, si on ne lui donne pas de l'énergie en quantité suffisante, elle va donc diminuer, elle va s'amoindrir, et donc on va avoir du mal à effectuer des efforts. Et ça, c'est valable pour tout sportif, petit ou moyen ou grand effort. Donc pourquoi travailler sur cette zone aérobie qui est une zone de travail de longue distance? C'est pour permettre aussi à cette ATP, donc adénosine triphosphate, de recharger quand on a fait des efforts sur des zones bien supérieures. Donc on retombe sur un travail en aérobie et on va recharger cet ATP grâce à l'oxygène qu'on va lui fournir au travers des muscles. Un travail en aérobie aussi, c'est permettre de travailler sur les glucides et les lipides. Donc, c'est les principaux carburants au niveau des muscles. Et on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, consommer aux priorités les glucides, donc le sucre, puis par la suite les lipides, qui vont permettre d'avoir une perte de poids sur des longues distances. Quelqu'un qui ferait 4, 5, 6, 7 heures en longue distance sur un travail en aérobie perdrait du poids régulièrement et donc devrait normalement pouvoir s'affûter. Pourquoi travailler sur la zone aérobie lactique? C'est un travail sur les glycogènes qui rentrent donc dans cette filière. Les glucides ou la glucide qui se trouve dans le foie et dans les muscles. Donc, une glucide qui va être vite consommée dans les 2 à 5 minutes. Donc, ils vont être transformés à partir de ces glucides je m'excuse, la transformation de ces glucides alimentaires, puisque c'est une glucide alimentaire, d'où l'intérêt de bien s'alimenter tout au long de l'effort. Si l'état de fatigue est important, vous ne pourrez pas travailler régulièrement dans cette sortie sur cette zone 2. Donc, il faut s'alimenter régulièrement, avant, après. Voilà. Dans cette phase de travail, l'apparition de l'acide lactique. Effectivement, quand vous allez travailler souvent dans ce réservoir, quand vous allez taper dans ce réservoir en compétition, vous allez avoir mal aux jambes, et le mal de jambes est dû à de l'acide qui se crée dans les muscles. On appelle ça l'acide lactique, qui peut être éliminé effectivement par la suite en retombant dans une zone aérobie où on va faire une récupération active, par exemple, et donc par un massage aussi, ce que font les pros le soir. Et enfin, en aérobie lactique, l'action est tellement courte qu'il n'y a pas de production d'acide lactique. C'est le sprint. D'ailleurs, vous verrez, en fonction des entraînements que vous allez faire, si vous faites des sprints, vous verrez même que le cœur ne monte pas en totalité. Un sprint de 15 secondes, le cœur ne monte pas sur les 15 secondes. Il n'a pas le temps.
Voilà. Alors, la PMA, la puissance maximum aérobie, c'est quoi? La PMA est la capacité à développer le plus de watts sur une période la plus longue possible. Vous comprenez bien que les sprinteurs qui sont lancés par leurs coureurs, bah, les coureurs qui lancent leurs sprinteurs et qui les préparent dans leur roue pendant 1 kilomètre, ils tombent dans cette PMA, c'est-à-dire qu'ils la travaillent de manière à avoir une puissance maximum sur 1 kilomètre, sur 500 mètres, ça va dépendre du coureur, pour lâcher son sprinter sur le dernier moment. Alors, il est évident que quand il aura tapé dans cette PMA, c'est-à-dire à la limite du troisième réservoir, effectivement, il n'aura plus de jus, il sera obligé d'arrêter. Alors, la PMA, c'est la puissance à l'effort, à laquelle on atteint une consommation maximum d'oxygène, qu'on nomme la VO2 max. Donc, vous voyez, comme je reviens tout à l'heure, hein, Pierre à 4,2, il est important de la faire travailler. Plus il aura des VO2 max, logiquement, mieux il aura une PMA. Ça se travaille ensemble. La PMA est en général aux alentours de 95, donc ça va dépendre du coureur. Quand vous prenez un jeune coureur qui n'a jamais travaillé, il va être plutôt à 90. Quand vous arrivez à faire travailler un coureur et que vous l'amenez à 95, c'est excellent. Et donc chez les pros, on va aller taper dans le 96, 97, ce qui est là le summum. Comment elle se mesure? Bah, effectivement, avec un test à l'effort, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Peut-on l'améliorer? Oui. Le principe de l'entraînement, c'est ça, c'est d'aller améliorer les seuils, SV1, SV2, et c'est aussi et surtout d'améliorer sa PMA. Voilà, alors si on revient sur les réservoirs, pourquoi les travailler? Pourquoi travailler ces 3 filières? Alors, si le but, vous l'avez compris, c'est un but commun sur ces 3 trios. C'est effectivement le muscle et donc cette molécule adénosine triphosphate dont le muscle a besoin pour pouvoir avoir des contractures musculaires. Donc sans ces réservoirs, sans ces sources de réservoirs, la molécule va être attaquée et vous n'aurez plus de force. Voilà. Donc ça se travaille pour permettre à cette molécule d'être maintenue dans les muscles et donc de travailler ses réservoirs et ses sources d'énergie. Augmenter la puissance, on parle souvent de watts maintenant dans le secteur du cyclisme, et notamment sur la piste et sur la route. On parle un petit peu moins sur le cyclocross et le VTT puisqu'on travaille plutôt sur des fréquences cardiaques, mais qui ont des relations avec les watts. On va donc, en travaillant ces réservoirs, essayer d'augmenter sa VO2 max. On va aussi les préparer sur des spécialités, les contre-la-montre, les sprints, le kilomètre qui peut se préparer évidemment sur une PMA, hein, 1 kilomètre à fond. Le coureur est essentiellement pendant ces 3 à 4, 5 minutes en fonction de son niveau sur une PMA qui va être maintenue. Il ne dépassera jamais la PMA et il finira éventuellement sur les 20 secondes pour passer sur ce troisième réservoir pour aller au maximum de ses capacités. Augmenter bien entendu sa forme, et ça je vous rappelle d'aller voir sur la partie 1 de coach et entraînement ce que je vous ai dit sur comment augmenter sa forme. Diminuer les pulsations au repos, hein, quand on travaille régulièrement sur ces réservoirs, on a les pulsations au repos et l'état de forme qui augmente et la pulsation qui diminue. Augmenter ses seuils, c'est important, SV1, SV2. Voilà. Et donc, on va voir pourquoi travailler sur cette zone d'aérobie. Alors, je vais tout vous mettre, hein, vous avez compris, hein, travailler sur diminuer la matière grasse, travailler sur la capacité aérobie pour l'ATP, augmenter la capacité respiratoire, bien entendu, assouplir les muscles, augmenter sa VO2 max. Je m'excuse. Diminuer la fréquence cardiaque au repos, on vient de le voir, hein, augmenter les délais d'apparition de la fatigue, évidemment, augmenter la capacité d'accumulation d'acide lactique. Ça veut dire que si vous travaillez ces réservoirs, vous allez supporter plus d'acide lactique que sur un état zéro, donc plus de souffrance. Voilà. Favoriser l'élimination plus rapide de l'acide lactique. Donc ça, effectivement, vous allez, après une course, après un entraînement, pouvoir revenir sur un entraînement récupération active. En général, on dit aux coureurs, après avoir travaillé à l'entraînement, les 20 dernières minutes, tu tournes les jambes de manière à éliminer l'acide. Quand vous voyez les courses aujourd'hui professionnelles,
vous les voyez tous finir après l'arrivée sur des home trainers. Effectivement, c'est pour éliminer cet acide lactique. Et un point important, c'est que, et là je parle pour les vieux, pour permettre d'améliorer sa VO2 max constamment, hein, jusqu'à 50 ans, alors qu'elle décline à partir de 30 ans. Voilà. En règle générale, on peut améliorer, aller jusqu'à 28, 20, 30 ans un travail, sa VO2 max. Après, elle se stabilise, voire même elle peut décliner si on ne travaille pas. Et à partir de 60 ans, c'est compliqué d'avoir une VO2 max importante. Voilà. On passe plus rapidement à l'anaérobie lactique, donc la zone 2. On va tout mettre. Donc, vous voyez, cette zone, pourquoi on va la travailler pour travailler sur la résistance de la souffrance. Hein. La résistance de la souffrance, quand vous êtes dans une bordure, par exemple, qui n'a pas été dans une bordure et qui a pété, ou mentalement, ou par rapport aux jambes. Voilà. Donc, à un moment donné, si vous arrivez à souffrir le plus longtemps possible, vous allez y rester, ou autrement, vous allez exploser. L'échappée, hein, quand vous êtes sur une échappée, les 5 premières minutes vont être déterminantes pour pouvoir creuser un écart. Donc, les échappées se font effectivement sur cette zone. Après, vous allez revenir sur ce qu'on appelle la SV2 avec un rythme cardiaque soutenu. Voilà. Et donc, pour augmenter cette préparation du sprint, si vous devez lancer le sprint pour un copain. Voilà. Préparer les prologues. Les prologues sont rarement des contre-la-montre, c'est plutôt des courtes distances. Donc, courtes distances où du départ jusqu'à l'arrivée, vous allez passer de cette zone 2, voire à cette zone 3 quand vous allez finir au sprint. Voilà. Et rarement dans la zone 1, hein, puisque ayant des prologues très courts de 6 à 8 km, vous allez passer dans les 5, 6, 7 minutes en règle générale. Après, préparer effectivement une poursuite sur piste, préparer un départ de BTD qui est quand même assez violent. Hein. Après ce départ, vous allez donc redescendre sur cette zone aérobie, bien entendu, et vous allez taper de temps en temps sur la zone 2. Mais le départ, vous allez forcément en cyclocross et en VTT taper sur cette zone. Enfin, on va voir la dernière zone. Pourquoi la travailler? Eh bien, pour préparer votre sprint. Hein. Plus vous allez augmenter, vous allez passer de 10 secondes à 20 secondes, plus vous allez pouvoir faire un sprint long. C'est le cas de Arnaud Demar, qui est donc à un sprint très long. Il peut déclencher un sprint sur les 250-300 mètres, alors que Boigny, par exemple, lui déclenchera plutôt ses sprints sur 200 mètres. Donc, on peut s'apercevoir que la zone peut-être de Boigny est beaucoup plus courte que celle de Arnaud Demar. Pour récupérer donc des travails d'entraînement en force et en puissance qu'on verra sur la partie 4 prochainement. Pour réaliser des sprints en vélocité, hein, 39-19, voilà. Et puis travailler les démarrages explosifs lorsque vous allez avoir à sortir sur le sprint ou sortir sur une échappée pour aller chercher l'échappée et redescendre sur la zone 2. Voilà, alors je vais finir par ça. Il est donc nécessaire pour travailler ces réservoirs d'avoir appliqué une bonne alimentation en amont, c'est-à-dire bien s'alimenter, et ça on a vu comment sur la partie 1 et 2, savoir appliquer une bonne récupération en aval, donc derrière, ça aussi on a vu sur les parties 1 et 2, d'être dans une forme optimale, revoir la partie 1, comment on peut avoir une forme optimale en s'entraînant régulièrement, et donc une partie aussi importante qui est négligée par certains coureurs, ne pas négliger les compléments alimentaires en amont et en aval. Donc la fatigue était occasionnée par les entraînements répétés. Et forcément, on va manquer de minéraux, de vitamines, d'oméga 3, voire de spiruline, et ça, on en parlera beaucoup plus tard. Mais négligez pas les compléments alimentaires. Alors, vous allez me dire, dans une bonne alimentation, on en aura forcément. Oui, si vous arrivez à bien vous alimenter, oui. Mais n'oubliez pas que le coureur qui va répéter de longs entraînements, des entraînements spécifiques, à un moment donné, il va falloir compléter et complémenter cette alimentation. Voilà. Voilà, je vais finir avec ce webinaire. Je vous propose la semaine prochaine ce deuxième, troisième, quatrième webinaire, comment travailler les filières énergétiques, celles qu'on vient de voir.
on va prendre une forme de travail sur chaque filière et donc je vais expliquer comment on peut faire. Voilà, bah, écoutez, vous n'avez pas de questions a priori. Je regarde sur la discussion. Je vous dis donc à la semaine prochaine et merci pour ce moment passé ensemble. À bientôt. Au revoir.